moi, j'ai cherché les outils à donner à ma fille pour son éducation. J'ai arrêté de vouloir faire tout toute seule. J'ai arrêté de me mettre dans la tête que non, il faut être à la maison pour les éduquer, pour faire ça avec eux, etc. Ben non, en fait, pour moi, il y a des gens qui sont 1000 fois plus compétents que moi pour leur apprendre des choses. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Gap de parents. Je suis ravie d'accueillir Audrey pour ce deuxième épisode de podcast en duo. Bonjour Audrey, bienvenue. Bonjour Sophie, merci. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui, Audrey. Audrey et moi, on se connaît depuis quelques années déjà. Je suis un peu remontée dans nos premiers échanges et ça date quand même déjà de 2021. Donc, ça date. Parfait. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je t'ai connue avant de devenir maman. Je t'ai connue au moment où tu étais enceinte. On a d'ailleurs fait quelques accompagnements, quelques sessions d'accompagnement ensemble. Et j'ai bien sûr suivi toute la suite. Et puis aujourd'hui, je te suis aussi au travers de ton compte Instagram, dont on aura l'occasion de parler aussi par la suite. Donc, quand j'ai commencé justement à penser aux personnes que j'avais envie d'avoir à mon micro pour échanger sur la maternité, parentalité, ben, j'ai tout naturellement pensé à toi. Donc, merci Audrey d'être avec moi aujourd'hui. Ben, merci à toi, Sophie. Enfin, comme je t'en ai fait part, ça me fait super plaisir. Déjà, premièrement, c'est mon premier podcast et c'est vraiment super chouette de pouvoir du coup le partager avec toi. Et puis, ben voilà, moi, ton contenu, pardon, il me parle évidemment vu qu'à l'époque, j'avais déjà fait appel à tes services. Donc voilà, c'est trop chouette. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Exactement. On va pouvoir parler de tout ça maintenant. Oui, je suis ravie. Est-ce que tu pourrais peut-être en quelques mots te présenter aux auditeurs en quelques phrases pour qu'ils sachent qui est Audrey? Oui, dis-nous tout. Ben donc moi, je suis Audrey Doncin, je suis la maman de Flore qui a 3 ans. Ben, mon métier, c'est d'être conseillère en création et consolidation d'entreprise, mais ma grande passion, je vais dire ça comme ça, c'est qui m'anime vraiment tous les jours. Ben, pour le moment, c'est mon compte Instagram sur lequel je partage à voix haute un petit peu des réflexions de maman et des questionnements par rapport aux enfants. Donc voilà. Super, merci. On reviendra sur les détails du nom de ton compte, etc. par la suite, sans souci. Alors, Audrey, moi j'aime bien parler, comme tu le sais, et comme les personnes qui nous écoutent, si elles le font depuis un certain temps, j'aime bien parler de ce changement identitaire quand on devient maman, hein, cette fameuse matrescence. Donc, clairement, on devient une autre personne, on n'est pas moins bien ou mieux qu'avant, mais on est clairement différente. Et je voulais savoir, toi, Audrey, si tu as conscientisé ce changement identitaire, et si oui, ça s'est passé comment pour toi, ce changement? Alors moi, pendant toute ma grossesse, je me suis dit non, ma vie, elle va pas changer. Je pense comme beaucoup de mamans, je vais garder mon rythme d'avant. Oui, vraiment, j'étais une entrepreneuse. Je travaillais 70 heures semaine en plus. Voilà, moi j'avais planifié mon après-grossesse au même rythme que ce que j'étais avant. Et en fait, oui, pendant la grossesse, je me suis vite rendu compte que ça n'allait plus être possible. Et ça a été tout au début de ma vie de jeune maman où je me suis rendu compte, en fait, bêtement, que je ne savais plus aller prendre ma douche quand j'en avais envie. Hmm. Et je me rappelle encore le dire à une copine qui venait d'accoucher en lui disant est-ce que tu arrives encore à aller prendre une douche, toi? Parce que moi, c'était vraiment le truc où j'avais le plus de mal à trouver le temps pour aller dans ma salle de bain et vraiment prendre ce temps-là. Et moi, c'était ce moment-là où je me suis dit, ben, en fait, il y a tout qui va changer. Maintenant, la maman qui était toujours, enfin, non, la femme qui était toujours apprêtée quand elle partait quelque part, ben, finalement, elle ne le sera peut-être plus comme avant. L'important, c'est que ton enfant, il soit apprêté. Toi, c'est pas grave. Et puis voilà, tout ça, du coup, ça a découlé aussi bah, sur le travail parce que je ne pouvais plus travailler de la même manière non plus, plus aussi intensément quand je le voulais.
Quand on dit, bah oui, quand l'enfant va dormir, après, je vais pouvoir travailler, bah non, en fait. Donc, moi, ça a vraiment été la douche, l'élément déclencheur où je me suis rendu compte que je n'étais plus la même personne, j'étais une nouvelle personne. Et après, ça s'est fort décliné dans plutôt mon côté professionnel qu'autre chose, oui. Ok, mais c'est marrant de savoir que ce phénomène de douche, c'est quand même quelque chose qu'on vit assez rapidement, donc dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois de naissance de nos enfants, donc clairement en début de postpartum. Mhm. Donc en fait, finalement, cette conscientisation, elle a été assez rapide pour toi, clairement. Mais je vais dire, ça a pris, allez, 3, 4 semaines, où là, je me suis dit, bah, en fait, oui, c'est quand que tu vas prendre ta douche? Est-ce que tu as été hier? Enfin, voilà, c'était plus, c'est arrivé assez rapidement, mais en même temps, ça faisait quand même déjà 4 semaines que j'étais maman, quoi, pour me dire, est-ce que hier, tu avais bien pris ta douche? Donc, oui, oui, plutôt Mhm. rapidement quand même à ce niveau-là, oui. Ben, tu sais, moi, il y a des personnes que j'accompagne en coaching individuel en retour au travail Oui. et avec lesquelles on doit encore travailler cette conscientisation de dire, je prends, je sais pas, le prénom Béatrice, voilà, pour conserver leur confidentialité, de dire, mais tu sais, tu te rends compte que tu es devenue maman, c'est un changement identitaire. Et donc, même là, je te parle de 6 mois, 9 mois, voire un an, quand c'est après un congé parental, où en fait, les femmes n'ont Ok. pas du tout conscientisé ce changement identitaire, tu vois. Donc, c'est pour ça que je Ah oui. me permets de préciser que le fait que ce soit au moment de ces premiers temps de douche, c'est quand même Oui. assez tôt, entre guillemets, dans cette nouvelle vie, en fait. Donc, c'est important de le mentionner, quoi. Et en même temps, une histoire n'est pas l'autre, une conscientisation n'est pas l'autre. Et comme tu dis, il y en a eu plein d'autres aussi par la suite. Tu mentionnais le travail aussi, c'est Mm, clair. Donc, mais c'est intéressant de voir qu'on a toutes des moments de conscientisation qui sont différents. Et que tout à soit fait. on le fait nous-mêmes, soit que c'est au travers d'accompagnement ou Mm, d'anecdotes avec d'autres personnes. C'est toujours sympa de pouvoir échanger justement sur ce type de conscientisation, quoi. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu parles de douche, ah tiens, par rapport à hier, etc. On est d'accord que les repères, on les perd aussi totalement pendant ces premiers ah mois, oui. ces premières semaines aussi, par rapport à, tiens, je m'étais dit que j'allais faire comme ça et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Ah, on est bien d'accord. Oui, Ça, non, ouais, je vois, ça, ça te parle, ouais. ouais, le facteur temps, de fait, on le perd. Est-ce qu'on est lundi, dimanche, mardi? Ça y a, on ne sait plus. Mais ce facteur temps est pour moi quelque chose de quand même assez. Le facteur temps en général est quelque chose d'hyper important. Il n'y a pas le fait de savoir quel jour on est, enfin, est-ce que le jour avant on a fait. Ça peut même être dans la journée où on oublie. Je pense que les hormones sont là aussi pour nous faire oublier. Je ne sais pas si elles sont là pour nous faire oublier, mais en tout cas, elles nous Elles font le font. oublier. Donc voilà, mais même les 3 mois de congé maternité qu'on a en général, moi j'ai eu l'impression que je venais d'accoucher. En fait, non, j'étais déjà aux 3 mois après. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait sur mes 3 mois, quoi? J'avais eu le sentiment de ne pas avoir fait tant de choses que ça finalement, alors que, bon, j'ai quand même fait pas mal de, de choses, mais oui, comme si ce temps passait beaucoup plus vite et en même temps, sur certaines situations, pardon, ben, le temps s'arrête en fait. Et on voudrait que, j'ai peut-être pas d'exemple comme ça, mais on voudrait, oui, que son enfant soit déjà beaucoup plus grand, peut-être pour qu'il fasse ses nuits. Et puis en fait, ben non, parce que si on passe ce temps-là, ben, on n'a plus notre petit bébé. Donc oui, le facteur temps est quelque chose d'assez phénoménal en tant que, que jeune parent. Et en même temps, moi, je vais fêter les 3 ans de l'anniversaire, les 3 ans d'anniversaire de Fleur et je me suis dit, mais ils sont passés où les 3 ans? Ils sont Clairement. passés où? Ouais, ouais, ouais. Ah, Donc, il y a plein de choses qui m'interpellent dans ce que tu dis. Alors déjà, par rapport au fait de dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, mais si. Et j'insiste que toute maman qui nous écoute, qui sont potentiellement en congé de maternité ou qui vont l'être, ou peu importe, ou celles qui l'ont déjà été, si on fait plein de choses tous les jours, mais on s'en rend pas compte et on le c'est ça. verbalise aussi beaucoup trop. On dit qu'on ne fait rien parce que nous, on ne travaille pas, et que nos conjoints sont Mm. retournés travailler, etc. Si vous prenez un papier et un bic et que vous commencez à écrire tout ce que vous avez fait, mais vous n'avez pas le temps de faire ça, mais bon, peu importe, son exercice, juste pour dire une fois, vous verrez qu'en fait, vous faites plein de trucs. Ou le C'est jour où ça. papa va se retrouver 24 heures, 48 heures, ou potentiellement en congé de paternité ou parental avec l'enfant, etc., H24, là, il va se rendre compte que c'est du boulot. C'est ça. H24, 7 jours sur 7. Donc, mais on est toujours dans cette croyance
d'accord, que soi-disant, on ne fait rien de nos journées, alors que pas du tout. Rien que s'occuper Mhm. d'un enfant qui est complètement dépendant de nous, c'est un travail de dingue. Surtout qu'on n'a pas eu de fiche de poste, hein, on n'a pas de to-do list, on n'a pas tout ça, hein, donc on crée quand même tout, enfin, on fait les choses comme ça, hein, entre guillemets, «à l'instinct maternel», que soi-disant on a, mais voilà, de nouveau, pas de mode d'emploi. Donc s'il vous plaît, à toutes ici, je m'adresse, et toi Mhm. aussi, Audrey, si tu en as fait plein des choses et toutes les mamans Mhm. fait énormément de choses. Ouais. Ça, c'est C'est certain. vrai que pour rebondir un peu à ça, moi j'avais toujours l'impression, parce que j'ai pas pu allaiter au sein directement, donc je tirais mon lait, et Mhm. j'ai eu l'impression d'avoir fait ça, mais 4 mois, quoi. Enfin, j'ai tiré mon lait pendant 4 mois, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait que ça. Je tirais mon lait, je lavais, je stérilisais. Je tirais mon lait, je lavais, je stérilisais. Et c'était ça, quoi. Et j'avais l'impression que mes journées étaient rythmées par ça. Et je me mettais des challenges pendant ma journée de me dire, bon, allez, je vais tirer un peu plus de lait. Comme ça, la prochaine tétée, ben, je suis OK, j'ai pas besoin de... Et en fait, oui, moi, mes 3 mois de congé maternité, ils ont été aussi fort réglementés par ce tirage de lait, en fait, qui a pris quand même énormément de temps. Pourtant, j'étais quelqu'un qui produisait quand même beaucoup de lait. J'avais acheté un tire-lait où je devais juste le mettre dans mon soutien-gorge, donc je pouvais faire n'importe quoi d'autre ailleurs. Mais si je dois retenir vraiment un truc de mes 3 mois de congé de maternité, c'était vraiment le tirage de lait, quoi. Ok, c'est ça que j'allais te Donc, demander justement. Qu'est-ce que tu retiens? Donc toi, c'est vraiment le focus sur ce tirage de lait qui est une logistique quand même incroyable parce hmm, qu'on pense à nouveau que c'est juste tirer son lait, mais il y a quand même effectivement tirer son lait, puis nettoyer le matériel, etc. Et puis bon, les enfants tout petits comme ça, mais ils vont quand même au sein ou au biberon dans ton cas hmm, quand même assez régulièrement. Donc il faut pouvoir aussi gérer tout ça. Donc étirer entre coups, enfin, c'est ça. c'est quand même des choses qui sont fatigantes. Et un biberon ou aller au sein, etc., ça ne se fait pas non plus Hmm, hmm. en 5 minutes chez des tout petits comme ça. Donc tout ça mis bout à bout, en fait, bah, ta journée, clairement, elle est faite, quoi. Exact. Oui, c'est vraiment ça. Et puis, moi, j'ai une amie, sa fille ne dort pas ses nuits. Et moi, c'est vrai que Flore a fait ses nuits à 3 semaines. Elle avait son dernier biberon vers 11h, 11h30. Puis, elle se réveillait à 6h30, 7h. Donc, un peu Waouh! un luxe qu'on a eu au Tout niveau à des fait. nuits. Mais je lui disais, ouais, mais toi, la journée, enfin, quand tu allais, tu mets juste ton enfant au sein et puis c'est tout, quoi. Après, tu n'as pas cette logistique de devoir nettoyer, etc. Donc, je dis, peut-être qu'en fait, moi, elle me laissait dormir pour que j'aie la force la journée, en fait, de faire le nettoyage de mes biberons, etc. Et voilà, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut vraiment partager aux parents. On a on a tous des congés maternité différents, on a tous des enfants différents et parfois il y en a une qui va avoir plus de chance dans une chose et d'autres parents qui vont avoir plus de chance dans d'autres choses. Mais voilà, après, ça sert à rien de se comparer parce que, il y a des avantages et des inconvénients dans tout de toute manière. Et donc voilà. Mais oui, nous, on a eu de la chance pour les nuits assez rapidement. Ça, c'est quand même beaucoup de bonheur aussi de pouvoir dormir autant d'affilée. Ça aide quand même à se retaper. Oui. Il n'y a rien à faire. Congé maternité, on est bien d'accord. Congé que le nom, hein, ça n'a Oui. rien d'un congé, clairement. Non. Mais si on peut déjà dormir un petit peu, c'est déjà pas mal parce que bah, on a pu en discuter un peu en off. Tu as quand même eu, toi, un accouchement assez compliqué. Donc, il y avait aussi Exactement. de quoi se reposer, te retaper, pas retaper, mais soigner ton corps aussi, se remettre de ça. Je ne sais pas si tu as envie de partager un peu ce que tu as envie, évidemment, de partager Oui. aux auditeurs aussi par rapport à ça, ton expérience. Oui, exactement. Bah oui, avec plaisir, je partage. C'est quelque chose dont on m'a jamais posé vraiment la question sur les réseaux sociaux et je m'étais dit en plus que vu le compte Instagram que j'ai, et puis à un moment donné, quelqu'un qui va me poser la question, bah tiens, au fait, toi, ton accouchement, il s'est passé comment? Et en fait, c'est jamais arrivé. Donc voilà, mais ici, je suis super contente parce que je me dis, bah voilà, au final, je vais pouvoir raconter mon histoire et peut-être que quelqu'un va se reconnaître dans ce que j'ai vécu. Mais comme je te disais, j'ai eu un accouchement assez compliqué et en même temps un accouchement dont je ne me souviens pas. Ça s'est passé 3 jours de contraction, des allers-retours entre bah, l'hôpital et la maison parce que je ne dilatais pas. Très peu d'écoute de la part des sages-femmes. Et pourtant, au fond de moi, ben, je pressentais peut-être déjà un problème.
J'ai eu de la chance d'être accompagnée aussi par une super sage-femme à la maison indépendante qui, elle, quand elle est venue me trouver, parce que je l'ai fini par l'appeler en fait pour lui dire est-ce que est-ce qu'elles vont toutes bien en fait à l'hôpital parce que ça fait 2 jours que je contracte là, mais en fait Mm. non. Et elle est venue me trouver et elle m'a dit ben oui, en fait en effet tu n'es pas dilatée, etc. Mais elle dit voilà. Pour elle, elle dit il faut que tu tiennes bon, etc. Elle avait pressenti aussi que ça ne se passait pas forcément bien, mais ils n'ont pas non plus beaucoup d'appui en fait sur ce qui se passe dans les hôpitaux, vu qu'ils sont des sages-femmes Pendant, indépendantes. bien sûr. Voilà, elles ne peuvent pas prendre leur téléphone malheureusement et dire là, il y a un souci, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais bon, voilà. Et puis, au final, la dernière fois qu'on a voulu me renvoyer à la maison, j'ai dit non, il est hors de question, moi je reste ici. Donc, on m'a gentiment installée dans une espèce de bureau avec une chaise et un lit très inconfortable, où on m'a un peu dit, ben voilà, vous voulez rester à la maternité, on n'a pas de place en salle d'accouchement, mais par contre, vous pouvez rester là. J'y suis restée, j'ai dit à mon conjoint de dormir parce que lui non plus ne dormait plus et je pense que ça c'est quelque chose qui est hyper important aussi, c'est que le jour de l'accouchement, c'est autant la femme que l'homme qui doit, enfin le coparent en tout cas, qui doit être Et qu'il est totalement en soutien dans... aussi, quoi. Donc, c'est important qu'il soit relativement en forme à tes côtés, quoi. Exactement, exactement. Et donc, Mm. du coup, on a pris la décision bah, qu'il dorme un petit peu pour pouvoir me soutenir. De toute manière, j'étais en milieu médical, donc s'il arrivait quoi que ce soit, bah, il y avait quand même quelqu'un qui serait là. Bon, il dormait à côté de moi de toute façon. Mhm. Et puis, il m'a dit, bon, tiens, bon, au changement de pause, la prochaine sage-femme va vraiment être super et ça va aller. Et en effet, la sage-femme qui est arrivée, c'était une sage-femme qui commençait sa semaine à ce moment-là et elle a été extraordinaire. Donc moi, il faut savoir que j'avais déjà idéalisé très fort mon accouchement. Ça, c'est quelque chose que je peux dire. Mais j'étais quand même restée les pieds sur terre grâce au soutien de ma gynécologue. Donc, ma gynécologue me suivait dans mon projet d'accouchement sans péridurale. J'étais préparée, etc. Mais elle m'avait quand même dit, voilà, on ne sait pas, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer à l'accouchement. Donc, j'avais quand même signé les papiers disant que j'étais d'accord de suivre le corps médical s'il y avait quoi que ce soit. Donc, donc voilà, et donc du coup, ben, cette sage-femme-là, en fait, m'a un peu dit, ben, ok, on sait, tu voulais pas de péridurale de base, mais là, tu as besoin de dormir, ou sinon, dans l'état dans lequel tu es, le bébé, il va pas pouvoir sortir parce que j'avais plus de force, il fallait que je dorme. Mm. Et donc du coup, voilà, elle a appelé l'anesthésie, j'ai eu mon anesthésie, et puis j'ai dormi. Ça m'a permis de récupérer quand même quelques heures. Et ensuite, ce qui s'est passé, bah, c'est que bon, voilà, il y a eu tout des actes médicaux qui se sont passés. Allez, on m'a mis l'ocytocine, alors que moi je disais il n'y a pas besoin, les contractions elles sont bonnes, on les voyait au monitoring, et puis au final, bah, non, il fallait absolument qu'on me les mette parce qu'il y a un protocole et c'est comme ça. Et puis finalement, bah, la poche des os s'est percée toute seule, mais ça n'a pas fait évoluer grand-chose. Et en fait, on s'est rendu compte que la tête de Flore était mal positionnée, elle s'était mal engagée Dans ton bassin. dans mon col. Donc, Oui, en fait, d'accord. j'aurais pu rester 2 semaines comme ça n'aurait rien changé, elle n'aurait plus bougé de place. Ça ne savait pas Donc, descendre, en fait. non. Ouais. Donc voilà. Et donc la gynécologue, enfin les sages-femmes et gynécologues ont pris le parti pris de quand même un peu encore attendre. La gynécologue est encore partie faire un accouchement de jumeaux que j'ai retrouvé via Instagram. Et ça a été super chouette. J'ai retrouvé la maman qui a accouché de ses jumeaux le jour. Parce qu'en fait, je me rappelle qu'elle m'a dit, je vais accoucher des jumeaux, puis je reviens, quoi. Et donc voilà. Et puis alors après, bon, j'étais pas encore dilatée à 10, mais on a pris le parti pris de quand même essayer de lancer l'accouchement. Mhm. Donc j'ai accouché, enfin j'ai poussé pendant 1 heure, ça n'a pas changé. Et donc là, on a dû faire intervenir les forceps, les ventouses, etc. Ça ne fonctionnait pas. Donc il y a eu l'aide de la gynécologue manuellement, je veux dire, pour aller pouvoir récupérer Flore. Mais en fait, moi, ce que je raconte, c'est ce que je te disais en voix off. Ce que je te raconte, en grande partie, c'est ce que mon conjoint m'a raconté de mon accouchement. Il y a des choses dont je me souviens, des choses dont je me souviens pas du tout. Et puis, ben, j'ai un peu créé cette histoire, d'une partie, une histoire que moi, j'ai envie de me raconter aussi pour mon accouchement. Et l'autre partie, ben, il faut quand même un jour, quand on te demande, tiens, ton accouchement, il s'est passé comment? Ben, il faut mettre des mots, mais sur Mhm. quelque chose dont on ne se souvient pas. Moi, je me souviens de l'horloge que j'avais au-dessus de la tête.
je me souviens d'avoir dit, tiens, maintenant je commence à avoir une contraction, puisque j'avais la péridurale, donc Mhm. soit on la sent, soit on ne la sent pas. Je me souviens que quand Flore est passée, j'ai eu l'image d'un chaton dans ma tête. Mais le reste, ça s'arrête là, en fait. Flore a dû partir puisque, bon, elle a eu des soucis du coup médicaux par après, donc elle a dû assez vite partir. Mais, euh, mais voilà, cet accouchement, bah, c'est quelque chose dont je parle assez ouvertement, mais en même temps, bah, je ne sais pas toujours si ce que je dis, c'est les mots que moi j'ai rajoutés dans tout ce qu'on m'a donné comme information, ou si c'est 100% comme ça que ça s'est passé. Et la petite anecdote qui a fait que, il y a quelques mois d'ici, quand je suis retournée chez ma gynécologue pour mon examen, pour Le mon contrôle rendez-vous annuel, annuel, voilà, le c'est ça, contrôle oui. annuel. Et on reparle en fait chaque année de cet accouchement-là parce qu'elle aussi, c'est un accouchement qui l'a quand même marqué. Mm. Donc on en reparle à chaque fois que j'y suis retournée. Et puis je lui disais, oui, moi je suis quand même certaine que si, quand je suis arrivée la première fois et que j'ai dit que j'avais des contractions, si on m'avait fait marcher, etc., bouger, faire aller sur un ballon, eh ben en fait, je suis sûre et certaine que mon accouchement ne se serait pas passé comme ça. Et puis elle me dit, mais enfin, Madame Donsin, je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien qui aurait changé. Elle était mal engagée. Et moi, en fait, depuis 3 ans, je pars avec ce principe que si on m'avait mieux accompagnée, si les sages-femmes m'avaient mieux écoutée, si on m'avait fait bouger, etc., ben, en fait, j'aurais eu un tout autre accouchement. Donc, à l'heure actuelle, je me dis, elle me l'a déjà dit, et en même temps, je m'en Mhm. souviens pas. Donc, il y a aussi, comme on parlait des hormones, que les hormones jouent avec, avec Clairement. ce qu'on pense et ce qu'on vit. Il y a aussi eu ça. Elle m'a déjà dit que mon accouchement ne se serait pas passé autrement, même si on avait mis Ouais, d'autres choses en place. Et ouais. donc voilà, ça a été aussi voilà, une partie de vie, que ce soit la mienne, celle du papa, parce qu'il ne faut pas le négliger. Le papa, il a été un peu abandonné dans toute cette Mhm. euphorie. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu énormément de monde qui sont arrivés. Il y a plusieurs pédiatres, il y a une deuxième gynécologue, il y a des sages-femmes qui sont arrivées. Et en fait, ben, une fois que le bébé est sorti, que la maman est en état un peu de déstress, ben, tout le monde est occupé à son poste. Mais en fait, il n'y a personne qui vient trouver le papa et dire, écoutez, mettez-vous sur le côté, on vient vous retrouver après, mais on s'occupe d'abord de votre femme et de C'est votre ça. enfant. Et en fait, lui, il n'y a personne qui est venu pour le trouver et il s'est retrouvé un petit peu Parce que avec lui, il a les vu images. Voilà. sa moitié souffrir et pas bien, et son bébé sortir effectivement dans des conditions pas Mm. faciles. Donc lui, il a vu tout ça, il a vécu tout ça, alors pas au travers de son corps comme toi, mais Au clairement, travers de ses yeux. oui, 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 clairement, c'est pas rien Et non plus. c'est ça. Et donc, d'une certaine manière, bah, c'est un accouchement qui est aussi parfois peut-être plus difficile pour lui que pour moi. C'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai que des paroles, j'ai que des rapports de médecins, je n'ai que un suivi médical qu'on a dû faire parce qu'il s'est passé telle et telle chose, mais j'ai pas d'image. Et parfois, quand on n'a pas d'image, bah, ça n'a pas le même impact non plus que juste des rapports de médecins et ce Bien qu'on sûr. dit. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on ne doit pas négliger non plus dans le congé maternité. Surtout que moi, mon conjoint est dans un métier dans lequel il n'a pas de congé paternité, je vais dire ça comme Mhm. ça. Mhm. Donc, il n'a pas eu droit non plus à ces 15 jours auprès de nous. Donc, il a eu 3 jours de congé. Mais après, il fallait repartir au travail Sachant, comme et, tu m'as dit en off, ça ne s'est pas non plus passé en 3 jours à la maternité et puis basta. Il y a quand même eu un transfert de Flore dans un autre hôpital, un passage par les soins intensifs et tout ça. Donc ça a quand même été une période qui a pris un certain temps et c'est où ça. on est aussi mis à mal, entre guillemets, au niveau psychologique, aussi physique, de Mhm. ne pas bien dormir et tout ça, potentiellement de s'inquiéter pour son enfant et tout ça. Donc c'est pas non plus de tout repos, Non. clairement. Non, de fait, on était donc le lendemain, elle a été transférée aux soins intensifs. Moi, j'ai pas pu l'accompagner parce que j'étais sondée, donc j'ai pas pu l'accompagner directement. Donc,
ça a été aussi un petit peu des incompréhensions de pourquoi est-ce que mon bébé part et moi pas, et il part où et dans les mains de qui. Au final, je suis sa seule maman et il n'y a que moi qui dois être auprès de lui Bien ou sûr. le papa. Il faut savoir aussi qu'elle n'avait pas le pyjama que j'ai choisi. Et ça, c'est par contre une des choses qui m'a très fort marquée. Donc, en tant que parent, on choisit ce premier petit pyjama Bien très sûr. symbolique. Et en fait, moi, ce pyjama, il a été perdu. Donc, j'ai jamais vu mon bébé avec et j'ai vu mon bébé avec un pyjama qui ne lui appartenait pas. Et quand elle est partie, quand on m'a dit qu'elle partait aux soins intensifs et que je l'ai vue arriver dans son petit lit, puisque je n'étais pas à côté d'elle à ce moment-là, que je l'ai vue arriver dans son lit avec un pyjama qui ne lui appartenait pas et pas mon pyjama oui, que j'avais préparé, que je gardais depuis des mois et des mois dans ma valise. Bien sûr. Bah aussi, ça a été un choc parce que mon bébé, il part sans rien de moi. En fait, il n'a pas mon odeur, je suis pas là. On n'a pas fait vraiment de peau à peau. Enfin, il y a vraiment eu plein de choses qui ont été assez marquantes. Bon, ma gynécologue, moi, c'est ce que je dis toujours, elle a été extraordinaire parce qu'elle s'est battue pour qu'on puisse partir le plus vite possible pour rejoindre Flore aux soins intensifs. Mais voilà, arrivé aux soins intensifs, moi, j'avais quitté mon hospitalisation pour aller retrouver ma fille. Et donc, du coup, bah, on se retrouve dans un 24 heures ou 36 heures après son accouchement. Et en fait, on n'est plus dans un hôpital. Il n'y a plus personne qui est là pour s'occuper de nous. J'ai eu de la chance, et j'appelle ça encore de la chance, qu'on m'ait Mm. proposé de pouvoir avoir un lit avec Flore dans les soins intensifs, mais c'est vraiment pas quelque chose qui se fait, où j'ai pu rester avec elle. Mais j'ai dormi dans un lit de camping, quoi. Donc, il faut pas oublier que moi aussi, j'avais accouché et que moi aussi, j'avais eu potentiellement des douleurs suite à l'accouchement. Et en fait, mon cerveau s'est mis en mode, ben maintenant, t'es maman et tu dois t'occuper de ton enfant parce qu'elle était dans une situation plus critique que la mienne. Mais voilà, c'est à nouveau, j'ai pas eu de petit déjeuner, j'ai pas eu de repas de midi, j'ai pas eu de repas du soir. Je ne suis plus en hospitalisation, donc et le papa qui n'a pas son congé parental, qui ne peut pas non plus aider à ce niveau-là. Donc la journée, bah, je devais directement me débrouiller toute seule. Alors c'est ce que je dis toujours quand on voit les mamans qui courent après le papa qui sort avec le le maxi cosy qui marche, voilà. Mais moi, pendant 3 jours, j'ai dû aller chercher mon petit déjeuner et mon repas du midi comme ça dans l'hôpital, quoi. Donc Ah, ça. Et qu'est-ce qui t'a aidé dans ces moments-là pour toi aller bien, entre guillemets, même si je mets des guillemets sur bien, parce que clairement, j'imagine que physiquement et hmm. moralement, c'était difficile. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ces moments difficiles? Je pense que moi, ça a vraiment été la famille. On a une famille qui est de base quand même déjà assez soudée, mais je pense que cette épreuve-là, j'ai encore ressenti plus d'amour de mes parents, de mes frères. Et voilà, savoir que mon grand frère m'a envoyé un super beau message et ça m'a super fort touchée. Mon petit frère qui a plein de connaissances dans les médecins, qui travaille à la Citadelle, qui sonnait à tous ses potes en disant pour que vous nous donniez des informations avec des mots qu'on comprend, parce que moi, j'arrivais jamais en fait à expliquer ce qu'on me disait, En jamais plus, j'arrivais à expliquer. Non, on n'est pas dans un état. Moi, je comprenais pas quand on me parlait, je comprenais pas du tout. Donc, quand on me posait des questions, je disais, bah, je sais pas. En fait, je sais pas quoi. Et même entre le moment où moi, je recevais l'information et puis que bah, Sébastien recevait l'information, c'était compliqué. Donc, enfin, après 2 jours, j'ai dit stop, on arrête et on fait tout quand lui, il revient. Parce qu'après le travail, il venait vous voir. aux soins intensifs et oui, il venait m'aider et on faisait les rendez-vous avec les médecins à ce moment-là parce que moi, je ne checkais plus rien, hein. C'était... Bien sûr. Et puis, tu n'avais pas la présence, j'allais dire, de nouveau, hein. On est à quelques heures de ton accouchement. Tu n'es pas dans Mm. les meilleures conditions du monde pour te retaper non plus. Donc, Non. Non, et clairement. puis soins intensifs juste après Covid, donc ça veut dire aussi que personne ne pouvait rentrer dans les soins intensifs, autre que les parents. On devait choisir une seule et unique personne. Hmm. J'ai un papa, une maman, un beau-père, une belle-mère, Bien sûr. des frères. Je choisis qui? Je peux pas, on peut pas faire ça. Donc c'est juste impossible. Il y a un jour où mon papa est venu me rechercher à l'hôpital pour que je puisse rentrer, pour venir rechercher des nouveaux habits, etc.
puis oui, il était sur le parking. Et puis je lui dis, je suis désolée, je suis obligée de te laisser là. Je peux pas te laisser rentrer parce que si je te laisse rentrer toi, ben ça veut dire que je fais du favoritisme par rapport aux autres parents. Enfin, c'était une décision impossible à prendre pour moi. Et en même temps, j'avais J'imagine mon qu'ils père ont été... qui était déchiré sur le parking parce que en soi, il avait sa première petite fille et il pouvait pas venir la voir. Et plus tous les tracas que eux se font naturellement. Donc, Bien sûr, bien oui. sûr. Si aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, tu avais une personne qui était en train de vivre ce que tu as vécu, toi, à l'époque, qu'est-ce que tu ferais pour cette personne, là, aujourd'hui, pour l'aider, Euh, Moi, ce que je ferais pour cette personne, sachant ce qu'elle vit parce que tu l'as vécu? en fait, c'est très compliqué. À l'heure actuelle, moi, je ne changerais pas les choses qui se sont passées. Tout ce que moi, j'ai mis en place, mais ça n'a pas été grand-chose, mais ça a été vraiment, je me suis battue pour rester avec mon enfant à la citadelle, même si on m'a proposé très vite la solution. J'ai ma famille qui a été très présente, etc. Donc, je crois que les choses qui se sont mises naturellement en place autour de moi, c'est ce dont probablement j'avais besoin. La seule chose que je conseillerais à la personne, parce que faire pour elle, je pense que c'est compliqué, mais c'est d'accepter l'aide psychologique qu'on nous propose. En fait, nous, très vite, aux soins intensifs, on nous a proposé une aide psychologique et par contre, on nous l'a proposé qu'une fois. Mhm. J'aurais peut-être aimé qu'on me la propose plusieurs fois, Mhm. mais en fait, j'ai dit, bah non, ça va en fait, On te l'a proposé à quel moment, peut-être pour trop qu'on puisse tôt. situer? Trop tôt, ok. Oui. Tu étais encore trop dans le mécanique, le machinal, j'ai envie de dire, mode robot, quoi, non, j'imagine. C'était après 48 heures. Donc, en fait, on n'est pas du tout en état de pouvoir répondre parce qu'on ne réalise déjà pas ce qu'on est en train de vivre. On est en mode, comme tu dis, un peu robotique de choses. Adrénaline, j'imagine, à 200%. C'est ça. Et on me l'a proposé aussi. On était tous les deux enfin, avec le papa de Fleur, on était tous les deux dans la pièce. Et moi, je suis quelqu'un qui n'avait jamais fait appel à un psychologue et mon conjoint est quelqu'un qui n'aime pas les psychologues. Il n'a jamais été chez un psychologue, mais il ne comprend pas le principe de parler et d'échanger. C'est un truc, c'est hyper On en avait compliqué. déjà parlé, oui. À l'époque, on en avait déjà parlé. Et en fait, peut-être le fait qu'on nous l'a proposé et puis au final, bah, lui, il a dit non, j'ai pas besoin, bah, peut-être que ça a aussi influencé ma réponse. Et peut-être aussi que si j'avais été toute seule, ben, la personne aurait peut-être elle-même vu qu'elle pouvait me poser une deuxième question et elle aurait peut-être vu qu'en fait, finalement, ça m'aurait peut-être servi de parler. Donc voilà, oui. Vraiment changer quelque chose ou conseiller quelque chose ou faire quelque chose pour la personne, je crois que c'est très compliqué à l'heure actuelle. J'ai pas encore vraiment les réponses, si ce n'est de vraiment accepter tout l'aide de son entourage, ne pas hésiter à sortir, à prendre l'air et même à laisser 1 heure ou 2 son enfant pour soi aller un petit peu se ressourcer, prendre une douche. Oui. Euh, mais l'aide psychologique qu'on nous propose, je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant, même si on s'en rappelle pas. Parce que je pense que même si je l'avais eu, à l'heure actuelle, je me rappellerai pas de ce qu'on m'a dit, puisque 6 semaines après mon premier rendez-vous chez la gynécologue post-accouchement, je me rappelle pas de ce qu'elle m'a dit. Je me C'est rappelle ça. à l'heure actuelle toujours pas ce qu'elle m'a dit. Donc, Mais je te demandais aussi par rapport à l'entourage, parce que tu sais, dans des mm, situations compliquées comme ça, ben, l'entourage, il veut aider, mais il sait pas trop quoi faire, il sait pas quel mot utiliser, hein, tu vois, dans mm, ces moments potentiellement délicats. Donc, soit on fait des choses, mais on les fait mal, soit on dit des mots, mais on dit pas ce qu'il faudrait mm, potentiellement, ou alors on fait rien parce qu'on se dit on va peut-être être maladroit ou quoi que ce soit. c'est ça. Et donc aussi, c'était peut-être si tu avais toi oui, imaginons ta cousine ou une amie qui vit cette situation-là et que toi, tu peux potentiellement l'aider, comme toi, tu l'as vécu, Mm, tu vois, tu aurais peut-être plus le mot, oui. le geste à faire qui t'aurait plu, tu vois, à ce moment-là, qui pourrait aider l'entourage de gens, tu Oui. vois, qui nous écoutent ici et qui pourraient se dire, ah tiens, j'ai quelqu'un qui vit une situation compliquée, une situation de Mhm. prématuré ou quelque chose, un post-accouchement, effectivement, comme toi, compliqué.
et que ça pourrait les aider aussi à voir un c'est petit peu ça. comment se positionner, tu vois? Ben moi, c'est vraiment de dire de ne pas avoir peur de chaque fois proposer son aide, même si c'est tous les jours, etc. Proposer juste d'aller faire les courses ou de préparer des petits plats. Ça, je pense que ça peut être pour n'importe quelle autre personne. C'est continuer à s'écouter et savoir aussi que si à un moment donné, on a une intuition, il faut vraiment la suivre, la garder et peut-être la noter. Je pense que noter, ça peut faire du bien aussi. Je pense que si j'avais noté aussi des choses, maintenant qu'on en parle, peut-être que si j'avais noté ce que je ressentais au moment même et que je relisais ça maintenant, ben, je verrais peut-être aussi d'autres choses ou je comprendrais peut-être certaines choses. Mais pour cette personne, enfin pour l'entourage qui doit accompagner cette personne-là, c'est vraiment pas hésiter à proposer, à aller remplir le frigo, à être présent, mais être silencieux aussi. Je pense que la maman a besoin de beaucoup de silence autour d'elle après un moment pareil. Et je pense que juste pouvoir être présent, mais pas besoin de parler, pas essayer de trouver les mots. La situation, elle est compliquée, les mots, ils sont compliqués à trouver. Chaque personne a des sensibilités différentes par rapport aux mots qu'on peut entendre. Tout comme quelqu'un qui fait une fausse couche et puis on lui dit, ah ben, la nature est bien faite. Euh, Super. super, mais peut-être que moi, j'ai dit toujours, si un jour ça devait arriver et que c'est ce qu'on devait me dire, je sais que ce serait un mot qui me conviendrait. Je Ok. sais que c'est une parole qui, moi, me conviendrait. Je sais que d'autres personnes, ça ne convienne pas. Je l'ai fait, enfin, j'ai eu le cas avec une amie qui m'a dit, mais Audrey, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? Et puis je lui dis, en fait, oui, ça c'est ce que moi je voudrais qu'on me dise parce que je suis quelqu'un qui croit au bon moment, enfin au moment juste de la nature, qui croit qu'il y a un moment pour chaque chose, etc. Et que si une chose se passe d'une certaine manière, c'est que ça doit se passer comme ça. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas cette sensibilité-là ou qui n'ont pas cette envie d'entendre ça. Donc parfois, juste ne rien dire, mais juste être présent, je pense qu'au niveau de la famille, c'est important. Moi, j'ai été toujours quelqu'un qui était fort directive, etc. Déjà avant, tu le sais, mais aussi pendant cette période assez compliquée. Et donc, en fait, je disais clairement, là, j'ai besoin d'un plat de bolognaise. Et on me l'apportait, en fait. Il y avait toujours bien une bonne âme qui se disait, bah, tiens, Audrey l'a mis, bah, en fait, je vais le faire et je vais l'apporter. Mhm, Et mhm. ça, c'est un peu, voilà, moi, j'ai jamais eu peur de poser aussi, de dire, voilà, là, j'ai besoin de ça, ou j'ai besoin qu'on vienne 1 heure chez moi à la maison, ou quoi que ce soit. Et l'entourage, bah, c'est simplement respecter un peu. Les bons mots, il n'y a jamais les bons mots. Moi, je dis toujours, il n'y a jamais des bons mots, il n'y a pas des mots rassurants. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité de la personne et du moment surtout. On peut interpréter les choses de 2 façons différentes en fonction du moment de la journée. Et donc, simplement une présence et des petites attentions, c'est Mhm. déjà Clairement. tout ce qui conviendrait. Ouais. Et quand tu parles de présence, tu vois, on a l'impression de temps en temps, quand on est là juste, avec des gros guillemets pour écouter, les gens ont l'impression qu'on ne font rien, alors qu'en fait, une Mm. écoute de Oui, qualité, en fait, de temps en temps, on a juste besoin de ça, en fait, et rien d'autre. c'est Et ça. j'ai envie de te déposer ça parce que c'est difficile pour moi. Et en même temps, je m'en fiche, je veux pas une solution. Je veux pas que tu me dises, toi, ton vécu, ta Mm. transposition de ton histoire. Je veux juste pouvoir déposer C'est que ça. c'est difficile, tu vois. C'est ça que les gens C'est aiment bien ça. en coaching, par exemple, avec moi, de dire, ah, c'est bien parce qu'en fait, je peux juste déposer. Et soit on va le bosser, soit on va passer à autre chose, mais de temps en temps, ben, il n'y a rien à dire et c'est OK, en fait. C'est ça. Tu vois, on a juste besoin, pouf, de pouvoir le sortir, de s'alléger soi-même et c'est juste de ça dont C'est on a ça. besoin, tu vois. Et tandis que les gestes, et je trouve ça très intéressant ce que tu partages aussi, c'est de se dire que c'est important pour la personne qui vit des choses difficiles de pouvoir exprimer aussi de quoi elle a besoin. Mhm. Tu vois, quand tu dis oui, je voulais un plat de spaghetti bolognaise et tout ça, mais c'est super. Parce qu'aussi, de temps en temps, les personnes qui veulent vraiment aider, ben, elles savent pas trop quoi faire et tout Non, ça. Et donc, c'est bien aussi que la personne ou le conjoint ou peu importe puisse dire, ben voilà de quoi là on a vraiment besoin. Et après, c'est aux personnes qui ont envie de se bouger et c'est ça. d'aider, de se répartir les tâches. Mais il y a aussi, entre guillemets, même si on a la tête et le cœur bien ailleurs à ce moment-là, de pouvoir se dire, ouais, mais de quoi qu'est-ce que je peux déléguer là maintenant, quoi. Mhm. Et même, tu Exactement. vois, hors soins intensifs ou moments compliqués, ben, en congé mat,
finalement, c'est pareil, tu vois, tu as Mhm. des gens qui veulent potentiellement aider. Ben, qu'est-ce qu'on peut leur dire de faire pour nous, quoi. C'est important aussi de le dire aux autres. Oui, c'est très important et ça permet aussi de casser aussi un peu cette solitude qu'on a parce qu'en fait, moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue aussi. Les mamans disent toujours bah, qu'elles se sentent peut-être seules. Bah oui, les copines, parfois, bah, elles continuent à travailler, elles ont leur train-train et elles se retrouvent toutes seules avec leur bébé à la maison. Le papa aussi est reparti travailler. Et le fait, enfin, de rien dire, ça renforce aussi cette solitude que quand on arrive à exprimer, bah, tiens, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin qu'on m'aide à sortir, j'aurais besoin d'aller chercher une douche, ben, on a aussi ce contact finalement social qu'on peut peut-être éventuellement rechercher dans cette solitude-là. Bien sûr. Je pense qu'on est un peu dans notre bulle, un peu isolé du reste du monde qui continue à tourner à du 2000 à l'heure et nous, on est là dans cette bulle Mm. complètement particulière de douceur, d'amour et de plein de découvertes et de potentiellement de pas dormir, de tirer de plein de choses et tout ça. Et c'est quand même un monde complètement parallèle. Tout à fait. On est bien d'accord. On est bien. Donc quand quelqu'un arrive comme ça dans notre bulle, ça fait toujours plaisir. Clairement. Moi Oui. aussi, j'étais fort seule à cette époque-là. C'est quand même très, très compliqué. Avec des déplacements Mm. de mon mari assez rapidement et me retrouver vraiment avec le petit, tu vois, tout seul Oui. du lundi au vendredi, mais où j'ai vu personne pendant la semaine. Mhm. Waouh, c'est quand même assez compliqué, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Clairement. Clairement. Alors, comme tu sais, le podcast, il s'appelle Gap de parents. Parce que moi, j'aime bien dire qu'il y a plein de gaps entre notamment ce qu'on avait imaginé, et tu l'as parlé tout à l'heure de cet accouchement potentiellement que tu avais projeté et la réalité. Mhm. Je pense qu'on a passé un temps autour de ça. Et merci Audrey d'avoir partagé ça avec moi, avec nous aujourd'hui. Avec Merci plaisir. vraiment de l'avoir fait. Et je suis contente et fière d'être la personne de t'avoir posé la question, hein. Tu me dis qu'on ne t'avait pas fait Oui, avant. Je suis ravie de l'avoir fait. Tu me connais, c'est pas le genre de choses qui m'arrêtent, donc ravie de tout l'avoir à fait. fait. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais me dire comme autre grand gap entre potentiellement ce que tu avais imaginé et bah, dans ta vie de maman aujourd'hui? Alors, ça peut être au présent, dans les Mhm. années précédentes, peu importe, mais quel gros gap te marque, toi, quand tu penses à ce gap de parents ou de maman? Tu me dirais quoi? Mais moi, il y a souvent quand même quelque chose qui revient, c'est toujours au niveau professionnel. Maintenant, je suis quelqu'un qui est quand même assez fort carriériste et donc le travail a toujours eu une grande place dans ma vie. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un très, très, très gros changement. J'étais sur un travail qui prenait beaucoup de temps de mes journées, de mes semaines. Je partais 2, 3 semaines parfois à l'étranger pour le travail. Et pour le dire, en fait, j'ai sorti mon plus gros projet entrepreneurial le 16 mars et j'accouchais le 9 mars. Et en fait, je m'étais engagée à aller à une conférence sur l'endométriose à Spa. Je pense que ça devait être le 13 ou quelque chose comme ça. Enfin, je venais juste tout pile d'accoucher. Et vu que moi, dans ma tête, bah, il y avait ce truc, ma vie va pas changer au niveau professionnel, etc. Il faut savoir que j'ai quitté les soins intensifs pour aller à la conférence parce que je m'étais engagée. Ah, waouh, ok. Donc, j'ai quitté les soins intensifs pour y aller. J'étais sur une autre planète. D'ailleurs, coucou à la personne qui est venue me trouver en me disant qu'elle me connaissait, que j'ai jamais reconnue et avec qui j'ai fait mes études. Je sais toujours pas qui c'est aujourd'hui. Ok. Ça a été un truc un peu, voilà, enfin, un peu spécifique, mais et en fait, c'est vrai que après, quand il a fallu ben, revenir dans ce monde du travail, bon, moi, j'ai encore subi le licenciement parce que, bah, voilà, parce que j'étais devenue maman, ça ne convenait pas à l'entreprise dans laquelle j'étais. Et donc, ils m'ont gentiment proposé de rester 15 semaines à la maison pour pouvoir m'occuper de ma fille. Donc, on les accepte naturellement. Mais voilà, après, il a fallu retrouver un rythme de travail. Et là, en fait, pour moi, ça a été vraiment un truc qui a été compliqué parce que les horaires de gardienne, ça fonctionne pas avec les horaires de bureau. On ne sait plus être aussi flexible qu'avant. On est dépendant, en fait, ben, pas seulement de son enfant, mais plutôt de ce timing qu'on a. On ne peut pas faire des heures supplémentaires parce qu'en fait, si on fait des heures supplémentaires,
bah, c'est du temps qu'on n'est pas avec son enfant. Et puis, si on n'est pas avec son enfant, il y a toujours quelqu'un dans la société qui va te dire, bah, en fait, non, on ne fait pas des enfants pour les mettre chez les gardiennes. Et moi, ça a été vraiment ça, ce gros gap. Ça a été la réalité de cette femme carriériste que j'étais, enfin, l'idée que j'en avais et la réalité après du terrain. Ça a été ouais, la chose même la plus compliquée, je pense, pour moi. Hmm. J'aime autant te dire que ça me parle tellement, vu qu'aujourd'hui, j'accompagne principalement, effectivement, ces thématiques en coaching. Et quand tu as parlé d'espace-temps tout à l'heure, j'ai voulu rebondir dessus et je me suis dit, c'est marrant, j'ai une petite voix qui m'a dit, n'en parle pas maintenant. Et moi, j'ai envie de partager vraiment un truc par rapport à ça, c'est qu'en fait, effectivement, le rapport au temps, il change à nouveau aussi Mm, ici. Et c'est quelque chose que je partage souvent en coaching comme ça avec ces femmes qui reviennent travailler. Elles me disent, mais enfin, maintenant, je peux pas donner l'excuse que je suis maman pour pas faire ci, pas faire ça par rapport à un horaire de travail. Je dis oui, mais en même temps, avant, tu vois, quand on avait cet mm. espace-temps qui était complètement Flexible. flexible, c'est ça, on pouvait faire comme on voulait, etc. Tandis que maintenant, en étant maman comme ça, tu sais quand tu arrives, tu sais quand tu dois partir, parce que finalement, effectivement, tu as un horaire de crèche ou de gardienne, mais je peux te dire qu'avec l'école, tu le vois bien Ouais, aujourd'hui, c'est complètement différent, c'est encore pire, hein, c'est parce que pire. les 18 heures de la crèche, bah là, les 15h, 15h20, 15h30, c'est quand même encore un autre débat, d'accord? C'est Et ça. donc, c'est de se dire, on sait quand on arrive, on sait quand on part, et donc on connaît cette fenêtre de temps qui maintenant est bien limitée, Mm, délimitée, je dirais même parce que limitée pour moi c'est péjoratif, et se dire, bah voilà, du coup, je dois prioriser mes tâches, je dois être focus, et au revoir les distractions et autres, en fait. exactement. Donc pour Ouais. moi, ça nous apprend en fait à être encore plus performante, à être encore plus organisée, Mm, à voir le multitâche parce que tu sais pas faire une tâche à fond, tu as intérêt, enfin tu sais pas faire toutes tes tâches à fond si tu es en multitâche, mais plutôt une après l'autre pour être sûr de tout faire. mm, Et donc pour moi en fait, et c'est ça que je valorise aussi auprès des entreprises, c'est de se dire mais finalement les femmes elles acquièrent encore plus de compétences d'être mm. maman. Et donc, ok, le temps est peut-être plus limité, mais entre guillemets, la performance et la productivité, pour moi, elle est hyper importante. C'est Et ça. à côté, ce qui est important à travailler avec les mamans, et c'est ça que je fais en coaching, c'est du coup, nous, toutes les histoires qu'on se raconte, de se sentir un peu, tu vois, ah, mais j'aime bien travailler, mais j'aime bien être maman, tu Mm, vois, de se dire, comme tu dis, des heures supplémentaires, mais du coup, je suis pas avec ma fille, tu vois, cette fameuse pardon, dualité maternelle qu'on connaît toutes mm. à certains moments, etc. Ben, ça, c'est des choses qu'il est important de travailler aussi, parce que Mm. tout ça, ben, ce n'est pas dans nos livres ou dans nos cours à Non. l'école, etc. Comme devenir maman, on est bien d'accord. Mais tu vois, il y a de l'organisationnel, le factuel, et en même temps, pour moi, il y a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes et dans de nouveau cette nouvelle identité qu'on a de devenir maman, dans notre rapport au travail, et qui pour moi est à travailler aussi, tu vois. Et en plus, on n'a Ouais. pas les mêmes envies au même moment, tu vois, que Non. peut-être au début, quand nos enfants sont tout petits, on a envie d'être fort proche d'eux, et puis potentiellement par la suite, en fonction de l'histoire de nos enfants, notre histoire familiale et de l'évolution avec eux, bah, peut-être qu'on a des aspirations différentes. Mhm. Donc tout ça, c'est des repositionnements en fait un peu permanents, j'ai Oui. envie de dire, tu vois. Et Ouais. pour moi, la valeur travail, par exemple, moi, je suis une maman qui adore aussi travailler. Je ne Mhm. pourrais pas être que maman. J'aime mon fils Ouais. de tout mon cœur, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Et en même temps, j'ai besoin de travailler, ça fait partie de mon équilibre aussi, tu vois. C'est Et ça. donc c'est Ben, important parfait. de comprendre ça aussi et de l'identifier et après de le valoriser et de le travailler, Mhm. tu vois. C'est Oui. super important. Ça, c'est vraiment aussi, voilà, chez moi, ça a besoin. Je ne peux pas me lever et puis ne rien faire. J'aime travailler, j'ai besoin d'accomplir des choses. Et c'est ce que je dis toujours, j'ai un respect immense pour les mamans qui restent toute la journée à la maison avec leur enfant, mais c'est pas une vie pour moi. On l'entend souvent, les enfants sont pas faits pour être toute la journée gardés par quelqu'un d'autre, ou c'est quelqu'un qui va éduquer ton propre enfant. Mais en fait, j'ai longtemps cherché. Bon, ça fait 3 ans maintenant que je suis maman et je cherche. Et via les échanges aussi que j'ai sur mon compte Instagram, c'est aussi ça qui m'a beaucoup ouvert les yeux. C'est qu'à l'heure actuelle, en fait, moi, j'ai cherché les outils à donner à ma fille pour son éducation. J'ai arrêté de vouloir faire tout toute seule. Enfin, j'ai jamais vraiment fait tout toute seule, mais
j'ai arrêté de me mettre dans la tête que non, il faut être à la maison pour les éduquer, pour faire ça avec eux, etc. Ben non, en fait, pour moi, il y a des gens qui sont 1000 fois plus compétents que moi pour leur apprendre des choses. Moi, j'ai cherché à leur donner des outils, j'ai cherché à ce qu'elle ait chez la bonne gardienne. D'ailleurs, je faisais 40 minutes de route, aller-retour tous les jours pour aller la déposer parce que je voulais absolument qu'elle soit chez cette gardienne-là. Et elle s'était même dit quand on avait été la voir qu'on jamais on la choisirait parce qu'on habitait entre guillemets trop loin. Et pourtant, non, je savais que c'était la bonne, je savais que c'était celle qui allait pouvoir donner les cadres à ma fille dont elle avait besoin. Je savais que moi, de mon côté, j'allais travailler sur des projets entrepreneuriaux pour pouvoir lui apporter les bons outils pour qu'elle puisse se développer. Voilà, j'ai mis en place en fait sur ma route des choses pour qu'elle ait toujours accès, selon moi, à ce qui était de meilleur pour son éducation, sans pour autant que ce soit moi en fait l'actrice principale de ce qui allait se passer. De nos jours, on confie nos enfants dans les écoles. Et je me pose toujours la question quand on voit toutes les activités Montessori, parce qu'on me demande souvent si je suis une maman Montessori, mais je suis loin d'être une maman Montessori. Mais la question que je pose toujours, est-ce que c'est à moi, en tant que maman, à apprendre à mon enfant à compter? Non, j'ai pas fait d'études, je sais même pas comment je dois faire. Enfin, quand j'apprends quelque chose à ma fille, c'est je fais comme je peux, mais comme tu dis, on n'a pas de manuel, on n'a pas tout ça. Par contre, quand on fait des études, on est spécialisé dans telle et telle chose. Et pour moi, c'est donner ses enfants, donner l'opportunité à ses enfants de pouvoir avoir accès en fait à ces personnes-là qui sont formées, qui fait de nous en fait qu'on est aussi en soi un bon parent. Maintenant, quelqu'un qui a envie de faire tout par soi-même, qui va s'instruire, etc., ben, c'est génial et tant mieux pour lui. Mais pour moi, dans ma vision à moi et par rapport à mon caractère, c'est pas non plus quelque chose qui rentre en jeu de compte parce que pour moi, je dois aller travailler, j'aime ça. J'aime ma vie de maman et quand je suis avec ma fille, je suis à 100% avec elle. Et d'ailleurs, on me fait souvent la réflexion que je fais plein de trucs avec elle. Et je me dis, mais si vous saviez, je travaille mon 38 heures semaine, je suis indépendante encore en plus sur le côté, j'ai plein de projets. Et donc, en fait, il me reste que autant de temps pour pouvoir faire des activités avec elle. Mais en fait, je rentabilise ce temps-là. Pour moi, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, j'ai vraiment, à l'heure actuelle, je peux le dire, j'ai vraiment trouvé mon équilibre par rapport à ce fameux gap que tu m'as Ouais, posé comme question. Oui, mon côté professionnel était quelque chose de très important, mais j'ai cherché ce qui était bon pour moi, ce qui était bon pour ma fille, ce qui fonctionnait en accord avec le papa, évidemment, parce qu'il y a toujours le côté papa qui rentre en jeu de compte. Mais pour aujourd'hui dire, bah, en fait, je suis totalement alignée en fait à ce que je propose à ma fille. Et tant mieux si les gens ne sont pas en accord avec ma façon de faire et ma vision des choses. Chacun doit faire comme il le sent, en fait, bien sûr. simplement. Et tant que toi, tu épanouis dans ce que tu apportes et dans cet équilibre, comme tu dis, que tu as trouvé, qui va Mhm. être amené à changer de toute façon de manière régulière, sans vouloir te casser, mais c'est quand même Oui, quelque chose qui oui, évolue tout le temps. oui. Mais c'est chouette parce que le meilleur apprentissage que tu puisses aussi partager à Flore, c'est d'être une personne épanouie et qui n'est pas dans le Mhm. fait de subir les choses, que ce soit subir son travail, subir C'est même ça, son temps avec elle ou quoi que ce soit. C'est que, voilà, tu as fait des choix et tu assumes ces choix et que tu partages des moments avec elle qui sont c'est importants. ça. Et comme je dis régulièrement aussi, nos enfants, ils suivent pas tellement ce qu'on dit, ils suivent ce qu'on fait. Ouais. Clairement. Donc, si elle te Mhm. voit dans cet état d'esprit, etc., ben, ce n'est que bénéfice aussi pour C'est elle. ça. Aujourd'hui, fatalement, parce qu'elle en Mhm. bénéficie, parce que tu rayonnes toute cette belle énergie aussi vis-à-vis d'elle, mais aussi pour la Mhm. suite pour elle. Donc, parfait, c'est Exactement. génial ça. Oui. Magnifique, magnifique. Est-ce que du coup, tu pourrais me partager ton plus grand moment de doute dans ta maternité jusqu'à aujourd'hui, même s'il y en aura encore plein après, mais aujourd'hui, il y a quoi qui te saute aux yeux quand je te parle de doute? Ah, c'est un grand sujet. Parfois, il y a le doute de cet accouchement que je n'ai pas, entre guillemets, réussi. Et c'est son temps où elle a passé en soins intensifs. Je me suis toujours posé la question si c'était de ma faute et si ça faisait de moi une mauvaise maman. Ça a été quelque chose qui a été vraiment un très grand doute
que je travaille et au fur et à mesure, maintenant, je me dis, bah non, en fait, elle grandit bien, il se passe bien, on est liés toutes les deux. Donc, en fait, c'est que finalement, je fais quand même les choses pas si mal que ça. Et sinon, un des autres doutes que je pourrais avoir, c'est, moi, je me suis créé ma propre éducation par rapport à Flore, ce que j'ai envie de faire. Je reprends le côté peut-être strict parfois que j'ai eu dans mon éducation à moi, mais en changeant, en l'adaptant avec une méthode un peu plus douce et pas toujours aussi... je n'aime pas dire bienveillant parce que moi, j'estime pas que mes parents ont été malveillants avec moi. C'est quelque chose, voilà, je pense que tout bon parent est bienveillant dans son enfant et ne fait pas quelque chose pour faire mal, peu importe la façon dont c'est fait. Mais voilà, moi j'ai créé à l'heure actuelle ma propre éducation, je vais dire, voilà, je n'ai pas une éducation dont je vais écrire un livre et une méthode, mais c'est comment moi je vis au quotidien. Et quand ça fonctionne pas, en fait, ça remet tout ce côté-là un peu en question, en En fait. doute, du En coup. doute, Ouais. voilà, c'est ça. Je suis quelqu'un qui a toujours été contre la TV chez les enfants et pourtant, à l'heure actuelle, j'ai énormément de problèmes avec la télé avec Flore. C'est un Mm. truc qui est très problématique. Elle veut beaucoup regarder la télé alors qu'on est beaucoup dehors, on joue beaucoup, etc. Mais une fois qu'elle est fatiguée, on l'a perdue et elle veut la télé. Et après, du coup, elle ne sait pas s'endormir puisque la TV ne l'aide pas évidemment à s'endormir. Et ça, c'est par exemple quelque chose où, ben voilà, quand je sais que je dois allumer la télé parce que sinon je pars pour une crise de 2 heures et demie, ben là, je remets tout mon éducation, je vais dire, en question en me disant ben, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi ça ne fonctionne pas, et j'ai bon vouloir adapter ce côté-là, et voilà. Avant qu'elle ne parte ici, puisqu'elle est la semaine avec ses grands-parents à la mer, Mhm. j'ai voulu aller dehors, promener, il faisait magnifique. Elle n'en avait pas envie, elle ne voulait que regarder la TV. Si mes voisins ne savaient pas que j'avais un enfant, maintenant ils le savent. Parce que ça a été 45 minutes de crise. Ça a été un bébé qui s'est jeté de la poussette, donc elle a sauté de la poussette à terre. Elle a voulu rentrer toute seule à la maison. Donc, en fait, moi, je croyais qu'elle allait pas le faire. Ben, si, en fait. Elle est partie dans Ah l'autre ouais. sens. Elle est rentrée à la maison. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas mis assez de cadre, j'ai pas été stricte assez comme avec mes parents, je mets pas assez, je lui fais pas entre guillemets assez peur quand je dis quelque Mhm. chose, je suis pas, enfin voilà. Et là, c'est ça, c'est mes plus grands doutes, c'est quand en fait je regarde l'éducation que j'ai mis en place et dans ces moments où ça fonctionne pas, en fait où je me dis ben en fait je fais quelque Comment tu chose de arrives à faux quoi. sortir de ce doute-là, du coup, quand tu es en plein dedans? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te couper de ce doute ou d'en sortir? Je crois que j'en sors pas encore à l'heure actuelle. Intéressant. Je crois que Ok. je peux pas, voilà, cette histoire de TV, c'est quelque chose, je peux pas en sortir. À l'heure actuelle, j'ai pas encore les outils pour m'aider à sortir de ce doute de qu'est-ce que j'ai fait de mal. Nani, est-ce que tu sais venir à la maison? Euh, pour me dire, mais c'est plus, oui, non. Moi, à l'heure actuelle, j'ai pas les outils. J'ai juste le fait de me rassurer en me disant qu'il y a plein d'autres choses que je fais super bien, en fait. Et quand j'échange avec d'autres mamans, etc., ben, c'est de me dire, en fait, elle me voit totalement différente de ce que moi, parfois, j'ai l'impression d'être. Et c'est Bien ça qui sûr. fait un peu que je me dis, non, en fait, tu dois continuer dans la ligne que tu es. Et un jour, bah, tu trouveras les outils. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas encore trouvé l'outil qui va faire que je ne doute pas. Et en même temps, je reste persuadée que rien que le fait d'avoir des doutes, bah, ça fait de moi une bonne maman, en fait. Ben Simplement, voilà, tu le sais. c'est... C'est top. Ouais. Déjà se poser la question, c'est déjà Voilà. être une bonne maman, clairement. Et à côté de ça, c'est beaucoup d'essais-erreurs, entre guillemets. Alors, c'est super quand on essaie et que ça fonctionne et on est content et on se met une petite gommette en tant que maman, on dit, waouh, c'est trop cool, j'ai réussi. Et en même temps, moi, je t'invite, quand ça fonctionne pas, bah, pas trop te prendre la tête aussi. Mhm. Voilà. Alors, je vais pas te dire lâche prise, parce que le lâcher prise, bon, vous arrêtez avec ça, parce que c'est quand même pas facile.
On a des principes, il y a des choses auxquelles on ne veut pas déroger. Tu me parles de la télévision et je comprends, ça fait partie d'un principe de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et en même temps, bah, de temps en temps, moi je ne vais pas te dire de lâcher prise, mais de te lâcher la grappe, hein. C'est Ouais. un peu trash comme expression, mais c'est vrai. Mhm. Et de temps en temps, se dire, ben, finalement, qu'est-ce qu'il y aurait de mauvais si je sortais un petit peu de mon principe parce que Flore est fatiguée, parce que ça fonctionne pas, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter quand même comme chose positive pour moi de me lâcher un Mhm. peu la grappe, tu vois, par rapport à ça. Et bah, au-delà de remettre en doute aussi ton système éducationnel, il y a aussi tout l'aspect que Flore, elle évolue, d'accord? Flore, elle a à peine 3 ans, d'accord? Et qu'elle a plein d'étapes d'évolution Ouais. et que, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici dans cet épisode, Mhm. mais voilà, 3 ans, machin, l'affirmation de soi, de montrer qu'on n'est pas d'accord, la façon de le faire, etc. Ça fait partie des étapes de développement de Ouais. nos enfants. Donc, tu vois, pas Ouais, tout à toujours fait. s'auto-flageller, se remettre en question soi, de dire c'est moi qui fais mal les choses, etc. De temps en Mhm. temps, un peu prendre du recul par rapport à ça, se lâcher la grappe, Ouais. hein, et aussi se dire, bah oui, mais il y a aussi l'évolution de mon enfant qui rentre en compte, et que C'est ça. bah, Ouais. l'opposition, elle fait partie du jeu. Et C'est elle va faire ça. partie du jeu à différentes étapes, tu vois, de la vie de nos Mhm. enfants, notamment dans ces Ouais. moments-là. Donc, le jeter de poussette, le rentrer chez soi, etc., c'est des choses qu'on n'aime pas. C'est Et en ça. même temps, tu vois, quand tu t'ouvres un petit peu à ça, que tu réfléchis, que tu lis, que tu t'informes et tout ça, tu fais, Mhm. Oui. ah oui, tu vois. Donc voilà, je Ouais. me permets d'ouvrir juste Oui. la réflexion par rapport à ça. Mhm. C'est intéressant. Et, et moi, je vais ouvrir une autre parenthèse, mais qui en Vas-y, je t'en découle. prie. Ouais. Euh, je pense que au début, je parlais beaucoup, j'ai beaucoup été entourée de mes parents, de ma famille, etc. Et c'est quelque chose dont il faut prendre. Mais il faut savoir aussi que bah, du coup, ils ont une très, très grosse influence sur le reste aussi. Et ça, c'est les choses que moi, je prends pas, par contre. Parce qu'en fait, mes parents sont pas du tout en accord avec l'éducation que j'ai. Enfin, je vais pas dire du tout, mais je veux dire 85%, ils me trouvent pas assez strict, ils me trouvent trop Ouais. gentil, ils me trouvent. Hein. Mais il faut savoir aussi que quand je suis en public, je vais pas non plus être la même maman que quand je suis toute seule avec elle. Si on a des gens à la maison, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec elle, qu'on parte en crise. Donc, il y a des fois des choses où on va être beaucoup plus laxiste, etc. Et je vois toujours mon papa. Donc, moi, j'ai une relation très, très fusionnelle avec mon papa. Et Flore, elle a créé une relation encore plus fusionnelle que moi avec mon papa. Donc, c'est vraiment chouette. Mais à côté de ça, bah oui, elle le sait. Elle le sait que quand mon papa est là, je ne vais rien lui dire ou potentiellement, je ne vais pas lui dire les choses de la même manière que si elle était toute seule. Et donc, c'est systématique. Quand mon papa est là, eh ben, elle va faire quelque chose. Et elle le sait. Je reçois une remarque après de mon papa et tu dirais qu'elle le fait exprès. Et on a souvent la discussion du coup avec mon papa où je lui dis en fait, non, arrête de dire que je suis trop laxiste, arrête de me dire que je fais pas bien les choses, arrête, etc. Parce que je dis, je suis comme ça parce que tu es là et que je n'ai pas envie de créer un conflit maintenant avec Flore, mais si tu n'étais pas là, elle me posait la même question, je disais non, ça passait inaperçu, et voilà. Et donc ça, c'est aussi un peu le revers de la médaille. C'est super chouette aussi d'avoir ben, de l'accompagnement quand on en a besoin, mais il y a aussi ben, ce jugement que les gens donnent quand on n'en a pas besoin. Le revers de la médaille, avoir une famille très présente. Et que donc on Oui. remercie les familles très présentes. Et en même temps, il y a le revers. J'ai envie de te partager gap générationnel. On n'a pas du tout les Mhm. mêmes façons d'éduquer, ça c'est certain. Et deuxièmement aussi, nos enfants, non plus, tu dis que toi, tu changes ton comportement quand tu es en public ou pas en public, mais Mhm. Flore aussi, Oui, clairement. tout à fait. Hein. Tout à Ce fait. fameux aussi, quand on fait garder nos enfants, puis quand tu viens les récupérer, ah, c'est dingue, hein. Jusqu'à maintenant, ça a été un amour, tu passes la porte, c'est le bazar. Alors toi, tu te prends ça, puis tu as la Oui. crise de l'enfant potentiel, etc. Tu dis super, donc j'étais censée me reposer, là j'ai tout mon repos qui est parti en 30 minutes. Et en même temps, ça fait partie du jeu aussi. Oui. J'ai pas d'explication à te donner, mais je pense Mhm. que c'est important qu'on le partage, toi et moi, et qu'on le partage à tous les gens qui nous écoutent ici. Exactement. Vraiment, il y a un switch aussi dans le comportement de nos enfants. Mm. Ils ne sont pas les mêmes quand nous sommes dans la pièce. Et j'ai envie de te dire, particulièrement les mamans. Mon mari Mm. m'a toujours dit, c'est dingue, je n'ai encore rien fait. J'arrive dans la pièce, il me dit, Nathan n'est plus le même parce qu'il sait que tu es dans la pièce. Alors que je n'ai rien dit, quoi que ce soit, mais il me dit, waouh, donc même lui,
Lui, il le Au voit. quotidien avec nous, voit le changement potentiel. C'est quand C'est même dingue. incroyable, tu vois. Et donc, pas se mettre la pression et se dire que c'est à nouveau de notre faute, il y a des défis comme ça Ouais. chez nos enfants par rapport à notre présence, pas notre présence. Donc, voilà, je pense que c'est important aussi Oui, de le partager ici. Ça c'est va? ça, exactement. Alors, je vois le temps qui passe. On a échangé sur pas mal de sujets. Hmm. Pour toi, si les personnes qui nous écoutent devaient retenir une seule chose de ce qu'on a échangé aujourd'hui, tu aimerais bien que ce soit quoi? Hmm. Euh, mais moi, je reviens toujours à un résumé de ça. C'est vraiment de profiter de chaque moment parce que le temps, il passe. On en a bien parlé aujourd'hui. Le temps, il passe et c'est surtout de se faire confiance en tant que maman. Il y a pas, pour moi, ça n'existe pas vraiment des mauvaises mamans. C'est plus des mauvais accompagnements de ces mamans-là qui existent à ce moment-là. Mais c'est vraiment, oui, voilà, de profiter de chacune des minutes, de chacune des opportunités qu'on a avec ses enfants, peu importe que ce soit tous les jours ou que tous les soirs ou qu'une fois de temps en temps, et de se faire confiance en tant que maman pour surfer sur la vibe d'être une maman, en fait. D'être une maman, c'est vraiment ça. Pas une Mm, maman parfaite ou quoi que ce soit, non, d'être une maman. on C'est est, on est, déjà... on est parfaite. Enfin, oui, c'est ça, en fait. Il y a pas de maman parfaite. À partir du moment, comme on disait tout à l'heure, on se pose la question, c'est déjà qu'on est une bonne maman. Si on se posait pas les questions quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ben là, on pourrait se poser des questions. Et encore, j'ai envie de dire, il faut voir un petit peu tout le contexte. Mais oui, euh, toute maman est une bonne maman et puis c'est tout. C'est tout. Mais quelle magnifique conclusion! Hein, dit. J'adore! Merci Audrey. Alors dis-moi Avec plaisir. Audrey, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Dis-moi un peu. Oui. Donc moi, tout simplement, sur mon compte Instagram, c'est Nidaudrey. C'est assez simple à retrouver, Nidodrey. Et donc, comme je disais en début de notre podcast, donc je partage un peu à voix haute toutes mes interrogations, les interrogations de ma communauté et les différents tips, les échanges qu'on a sans prise de tête. Super, je vous invite à retrouver Audrey sur son compte, que j'aime beaucoup suivre aussi. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description de l'épisode. Merci encore Audrey pour ce partage hyper riche. Merci pour tous les sujets que tu as bien voulu partager avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'avoir au micro aujourd'hui. Encore merci Audrey. Merci beaucoup à toi. Et je recommande ce podcast pour beaucoup de mamans parce qu'il y a vraiment il y a vraiment énormément de sujets qui vont être abordés différemment et je pense que ça peut vraiment faire écho, que ce soit à soi ou à une amie, pour vraiment faire son cheminement dans son chemin de maman. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Audrey pour ton retour, ça me fait bien plaisir. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.